pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. L'usine en Europe, c'était pour le marché européen, mais le marché le plus lucratif des véhicules automobiles, c'est l'Amérique du Nord. Comme je vous dis, c'est une stratégie de 5, 10, 20, 30 ans. Quelle est la nature des clauses, c'est-à-dire est-ce qu'on a des garanties ou est-ce qu'on va faire les frais de cette faillite-là? Il n'y a aucune volonté de transparence. On ne peut pas se fier à la parole de François Legault sur ces questions-là en Chambre. Les tensions continuent de s'accentuer. Si vous êtes un ressortissant canadien au Liban, c'est le temps de quitter. Si vous pensez aller au Liban, il ne faut pas y aller. Voici Patrick Lagacé. 6h03. Merci d'être là. On est avec vous jusqu'à 10h mardi, le 24 septembre. Je commence avec une météo, 13 degrés. Présentement, partiellement nuageux en cette matinée. Ce sera principalement nuageux aussi aujourd'hui sur la région de Montréal. 20 degrés maximum. Demain, mercredi, nuageux, pluvieux. Maximum de 16 degrés. Jeudi, même chose, des nuages, de la pluie. Maximum de 20 degrés. Je commence avec Northvolt. On a entendu dans l'extrait du début de Tour d'horizon de l'actualité Paul Saint-Pierre Plamondon qui pose des questions, ma foi, pertinentes sur la saga de Northvolt. Et là, il faut constater quelle différence ça peut faire une année. 28 septembre 2023, il y a un an pile, les gouvernements québécois et fédéral qui annonçaient en grande pompe l'arrivée de Northvolt, qui était présenté comme un géant, comme une compagnie solide, spécialisée dans la fabrication de batteries vertes. Personne mentionnait, à mon sens, à mon souvenir, que c'était une jeune pousse encore fragile. Un an plus tard, au terme d'un été épouvantable, Northvolt annonce la mise à pied cette semaine de 1600 employés en Suède. On apprend que Northvolt a besoin de capitaux, que Northvolt s'est tourné vers une banque de New York pour se restructurer. Il y a un bon résumé des enjeux ce matin dans la presse, notamment sur l'avenir de l'usine québécoise. Et Antoine Robitaille, dans le Journal de Montréal, souligne un excellent point. On a engagé combien d'argent jusqu'à maintenant dans Northvolt? C'est-tu 200 millions? C'est-tu 400 millions? Est-ce que c'est 700 millions? On n'a pas le portrait exact. Et hier, le Parti québécois, appuyé par le Parti libéral du Québec, a demandé un débat d'urgence à l'Assemblée nationale sur Northvolt. Ça permettrait peut-être d'avoir des réponses dans un contexte parlementaire où tu es un peu obligé, au moins, d'être clair. Je comprends pas que Christine Fréchette, la ministre de l'Énergie, n'accorde pas d'entrevue sur ce qui se passe avec Northvolt. Je comprends pas que Northvolt n'accorde pas d'entrevue là-dessus. On se cache derrière des déclarations écrites. On se veut rassurant. Personnellement, comme Québécois, comme contribuable, je ne suis pas rassuré. Il faudrait que quelqu'un parle publiquement pour donner le vrai score aux Québécois. Le gouvernement de François Legault a mis beaucoup d'argent public dans Northvolt et aussi beaucoup de capital politique. C'est pas banal ce qui se passe présentement. Northvolt est en train de craquer et le gouvernement québécois garde la ministre de l'Énergie, Mme Fréchette, bien cachée. Je pose une question. Si les Québécois n'ont rien à craindre, si le sort de l'usine québécoise de Northvolt est sécurisé, pourquoi la ministre Fréchette se cache? Pourquoi le boss de Northvolt en Amérique du Nord se cache? J'ajoute aussi que le premier ministre Legault ne répond pas aux questions sur Northvolt à l'Assemblée nationale. Encore une fois, pourquoi on ne répond pas? Northvolt en Suède a abandonné la fabrication de matériaux de cathode. Je ne veux pas rentrer là, dans les détails techniques ce matin, là, il est 6h06, mais c'est une des composantes des batteries que fabrique Northvolt. Et ça, cet abandon-là de la fabrication de cathodes, ça touche 2 usines en Suède. Ça fait partie de la revue stratégique. C'est ce qui a en partie mené à la mise à pied annoncée de 1600 Suédois en Suède. La phase 1 de l'usine québécoise de Northvolt va fabriquer quoi? Je suis allé voir sur le communiqué de presse. Des cathodes, entre autres. Là, j'aimerais ça qu'on m'explique. La compagnie suédoise Northvolt largue la fabrication de cathodes en Suède. On met 1600 Suédois à pied. Mais on nous dit que l'usine québécoise, qui n'est pas encore construite, avec des travailleurs pas encore embauchés au Québec, qui est supposée de construire des cathodes, elle n'est pas menacée de passer dans le tordeur? On est censé de croire à ça, là, sur parole. Là. On est censé d'être rassuré
comme nous disent Nordvolt, comme nous disent le gouvernement du Québec. Québec se cache, Nordvolt se cache, parfait. Ils ont le droit de se cacher. Ils ont le droit de ne pas accorder d'entrevue. Ils ont le droit d'estimer qu'ils ne sont pas redevables aux Québécois sur cette question-là. Mais on va quand même parler de Nordvolt aujourd'hui à l'émission parce que c'est important. Et c'est pas moi qui le dis que c'est important. C'est François Legault lui-même et son gouvernement depuis 1 an, depuis le 28 septembre 2023, qui nous disent à quel point c'est important, Nordvolt. On nous le dit 1000 fois depuis 2023. On a des centaines de millions en fonds publics engagés dans Nordvolt. Combien? C'est pas clair. C'est-tu 200, 400, 700? On n'a pas de réponse là-dessus. Mais on va parler de Nordvolt aujourd'hui à l'émission. On va retourner en Suède parler avec un journaliste économique. Jonathan va en parler pour les implications politiques pour la CAQ dans sa chronique politique à 7h. Et Marie-Ève Fournier va rappeler à 7h15 dans sa chronique économique à quel point Nordvolt, il y a 1 an, était présenté comme un géant. Pas comme une jeune pousse qui est peut-être fragile, comme un géant. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, va nous expliquer aussi son point de vue sur tout le dossier Nordvolt, notamment au chapitre de la transparence. On reste sur le dossier de l'énergie, mais on revient un peu sur le plancher des vaches. Il y a un papier explosif sur le site de Radio-Canada aujourd'hui. Thomas Gerbet, journaliste d'enquête, a une histoire qui va probablement décoiffer beaucoup de gens. Hydro-Québec estime que les Autochtones des diverses nations du Québec lui doivent, tenez-vous bien, 250 millions de dollars en factures impayées. Il n'y a pas de conséquences, semble-t-il. Si tu es non autochtone et que tu reçois une facture d'hydro et que tu ne payes pas, si on est en hiver, tu ne seras pas débranché. Mais dans la période considérée comme l'hiver, on va te débrancher, c'est sûr. Dans les communautés autochtones, il y a un autre régime qui est appliqué par Hydro-Québec. On ne débranche pas les individus, on ne débranche pas les communautés. Et l'article de Thomas Gerbet commence avec un monsieur qui s'appelle Alexis Malek dans la communauté Nutashquan sur la Côte-Nord. Et là, monsieur Malek ouvre la facture d'Hydro-Québec, l'enveloppe, devant le journaliste. Il regarde le montant, 75 555 $. Et là, il dit au journaliste en souriant, « Je suis pas inquiet parce qu'il ne coupe pas l'électricité. » Il y aurait une quinzaine de communautés autochtones sur 41 au Québec qui doivent 250 millions de dollars à la Société d'État, dont une centaine de millions depuis 2016. Surtout, dit-on, des communautés Cris, des communautés Innu. Le raisonnement, semble-t-il, dans ces communautés se résumerait à une citation qui est dans le papier de Thomas Gerbet. « Tu détruis mon territoire, ben je détruis ta facture. » Il semble que ce soit un tabou chez Hydro-Québec de parler de ça, même à l'intérieur de la Société d'État. Un tabou, pourquoi? Bien, on est dans un contexte de réconciliation. Parce que, il faut le dire, là, les communautés autochtones, traditionnellement, historiquement, se sont un peu souvent fait avoir dans leur deal avec Hydro-Québec. Et Hydro-Québec essaie de rebâtir des ponts. Donc, il y a ce contexte-là où il y a des communautés qui disent « Vous avez pris mon territoire, vous nous avez roulé dans la farine, bien là, on ne paye pas. » Et il n'y a pas d'incitatif à payer parce que Hydro, dans les communautés, ne coupe pas l'électricité. L'argument est un peu court. Je comprends le contexte historique, mais l'argument est un peu court dans le cas de certaines communautés. Je vous donne, dans le papier de Thomas Gerbet, il y a le cas décrit de East Main. Ils doivent, en moyenne, les gens de cette communauté, par résidence, 30 000 $ à Hydro-Québec. Mais dans le cas des Cris de East Main, ils ont signé une entente de nation à nation sous le gouvernement péquiste de Bernard Landry. Ça s'appelait la Paix des Braves. Et le grand chef Ted Moses a été élogieux à l'égard du gouvernement de Bernard Landry, dit que ce traité-là, c'est un traité qui est juste, qui a enrichi sa communauté financièrement, économiquement. C'était structurant. Mais quand même, dans cette communauté, on est à 30 000 $ par résidence d'impayés. Ça va faire pas mal jaser aujourd'hui et c'est à lire sur le site de Radio-Canada. À l'émission, on va aussi parler de médecins. 2 histoires de médecins. D'abord, c'est dans le Journal de Montréal aujourd'hui, l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec, qui est un secteur plus féminin, il faut le dire, là, a sorti une étude. Et on montre quoi? On montre que la rémunération des obstétriciens et gynécologues, donc pour des actes médicaux sur des femmes, est plus basse que les actes équivalents posés sur des hommes par d'autres professions. Des écarts de 33 % à 218 % dans la rémunération de l'acte médical. Un exemple, juste un
un prélèvement d'ovule, donc sur une femme, la médecin est payée 369 $. Prélèvement de spermatozoïdes, donc sur un homme, le médecin est payé 949 $. La prétention de l'Association des obstétriciennes gynécologues, c'est que les actes médicaux posés par des femmes sur des femmes, ben c'est systématiquement moins bien payé et très souvent beaucoup moins bien payé que quand il s'agit de patients masculins. La vice-présidente de l'association va être avec nous. L'autre histoire de médecins, vous avez peut-être vu hier, il y a des négociations qui commencent entre... Il y a 2 fédérations de médecins au Québec. La Fédération des médecins omnipraticiens, qui sont les médecins de famille, et les médecins spécialistes, la FMSQ. Et là, la FMSQ et le gouvernement sont au balbutiement d'une négociation, comme les médecins de famille. Le docteur Vincent Oliva, qui est le président de la Fédération des médecins spécialistes, a rencontré hier le premier ministre du Québec. C'est un peu atypique parce que d'habitude, on rencontre le premier ministre pour finaliser un deal. Mais là, il ne s'était jamais rencontré depuis 2021. Et il semble que la FMSQ a une priorité avant les questions salariales. C'est l'accès au réseau, faciliter l'accès à un médecin, casser la bureaucratie qui, semble-t-il, est un obstacle même à l'avancement de la science, à l'avancement de la science médicale, et aussi améliorer l'accès à ce qu'on appelle les plateaux techniques, les salles d'opération. On forme des chirurgiens, on paye des chirurgiens qui, bien souvent, peuvent pas opérer autant qu'ils le voudraient. Ça en pousse beaucoup à aller au privé. Ça cause beaucoup de frustration. Ça cause beaucoup aussi de douleur, de souffrance, parce qu'il y a des Québécois qui ne sont pas opérés, parce que leur médecin, plutôt que d'opérer 4 jours par semaine, il est confiné à 1 journée, peut-être 2 journées par semaine. Donc, Dr Vincent Oliva de la Fédération des médecins spécialistes va être avec nous à 7h25. The people of the region and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. C'est le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, hier, qui disait « On ne peut pas se permettre de laisser le Liban devenir un autre Gaza ». Si vous avez vu les images de ce qui se passe au Liban, c'est assez épouvantable. Contexte, ben écoutez, il y a au Liban, surtout dans le sud Liban, un groupe qui s'appelle le Hezbollah, qui est à la fois un groupe armé, un parti politique, un mouvement social aussi, et qui est téléguidé par l'Iran. Et on envoie des roquettes à répétition sur le nord d'Israël en appui au Hamas à Gaza, en appui avec les gens de Gaza. Ça provoque des ripostes israéliennes depuis quelque temps qui étaient, disons, mesurées, on va dire ça comme ça. Et maintenant, ben, c'est une guerre ouverte. Les diplomates sont en train de se demander, est-ce que ça va devenir une guerre ouverte? Écoutez, quand il y a 500 morts dans une journée côté libanais, quand il y a un côté le Hezbollah qui envoie des dizaines, 165 roquettes hier, si c'est pas une guerre ouverte, je me demande c'est quoi. Je regarde ce qui se passe. 500 morts, 35 enfants, des frappes ciblées, entre guillemets, sur des sites de lancement, sur des sites où il y aurait des arsenaux, des missiles, etc., des commandants du Hezbollah. 500 morts, c'est beaucoup de morts. C'est beaucoup de gens innocents. Ce ne sont pas tous des combattants du Hezbollah qui ont été frappés. Et moi, je pense qu'Israël a le droit de se défendre. Je l'ai déjà dit souvent. C'est un pays qui est entouré d'entités qui veulent sa destruction. Cependant, quand on regarde la façon dont ça se passe à Gaza, quand on regarde la façon dont ça se passe au Liban, je m'excuse, mais les discours israéliens sur les civils, je pense qu'on s'en fout pas mal des civils du côté israélien. Comme on se fout pas mal des civils du côté du Hezbollah et du Hamas qui se cachent parmi des civils, qui provoquent des frappes comme ça, qui vont faire des dommages collatéraux. J'ai ce mot-là, mais comprenez ce que je veux dire. Donc, je reviens à ce que disait le secrétaire général de l'ONU. On ne peut pas se permettre de laisser le Liban devenir un autre Gaza. C'est pas la même situation exactement. Mais quand même, quand on regarde le nombre de morts, si c'est 500 aujourd'hui aussi, on va rapidement arriver à des milliers de morts. J'ai une pensée dans tout ça pour les Libanais qui n'ont rien demandé. Les Libanais sont un peu comme un peuple kidnappé par le Hezbollah. Le Hezbollah emmène large dans ce pays-là. Je le disais, c'est un groupe armé, mais pas que. C'est un parti politique aussi. C'est un mouvement social qui a des services sociaux, etc., mais qui dicte l'agenda politique au Liban
Et il y a plein de gens sunnites, chrétiens là-bas, qui n'ont rien demandé à personne et qui souffrent quand même aujourd'hui énormément. Pensez pour eux aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de Libanais qui nous écoutent et qui ont de la famille qui sont extrêmement inquiétés. Je souligne qu'aujourd'hui commencent les travaux de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York. C'est bien que les nations se parlent, mais on le voit, il y a des limites spectaculaires à l'action de la diplomatie dans ce qui se passe dans le monde. Pas juste dans la région du Moyen-Orient, dans la région d'Israël, mais un peu partout. On parle. Il y a un conseil de sécurité. Pas grand-chose qui se passe pour protéger les civils. Plus tard à l'émission, Guillaume Lavallée, journaliste québécois, qui a séjourné à Gaza comme correspondant dans la région pour l'agence France-Presse, va être avec nous pour nous parler de son livre « Gaza avant le 7 », carnet d'un siège avant le 7. Bien, ça veut dire avant le 7 octobre. On revient au Québec. Il y a un maire qui a été agressé dans la région de Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là. Ils ont commencé à circuler. C'est le journal Le Soleil qui a sorti ça, cette histoire-là. Ça se passe à Saint-Paul-de-Montmagny. Et le maire Alain Talbot a été agressé par un citoyen. Il était dans l'habitacle de son véhicule, de son camion, et il a filmé un type qui s'en venait vers lui. On le voit, le gars foncer vers le camion, il est à pied, et il tient une brique dans sa main. Et il lance la brique dans le pare-brise. Écoutez, les images sont effrayantes. J'ose pas imaginer comment s'est senti M. Talbot. Tout ça est survenu samedi dernier. Il semble que ce citoyen-là est une épine dans le pied de l'administration municipale depuis 2017. Il est comme d'autres citoyens dans des villages, dans des villes, dans plusieurs municipalités au Québec qui développent une sorte d'obsession envers leur municipalité. On a parlé il y a quelque temps là, avec le maire de Saint-Constant. Saint-Constant est aux prises avec un type qui s'appelle Michel Vachon, qui a harcelé, menacé, agressé même des fonctionnaires, des élus, qui a été condamné à une peine de prison assez, je vous dirais, clémente au vu de ce qu'il a fait. On va parler un peu plus tard avec Frédéric Jean, qui est préfet de la MRC de Montmagny. Le maire, lui, qui a été agressé, préfère ne pas parler pour la durée de l'enquête. On va rester sur la question du civisme dans la vie en politique parce que les élus fédéraux ont voté pour une motion qui a été présentée par le Bloc québécois à Ottawa pour le retour du respect à la Chambre des communes. C'est assez surréaliste quand on voit ça. Parce que les élus fédéraux, présentement, disons qu'ils ne sont pas très disciplinés à la Chambre des communes. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, mais il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de colibets qui sont lancés de part et d'autre. Et là, cette motion présentée par le Bloc québécois visait à rappeler que la violence et les menaces n'ont pas leur place au Parlement. Juste qu'on ait besoin de présenter une motion comme ça, d'en débattre, de la faire adopter, c'est assez hallucinant. Donc, ça brasse, c'est la foire d'empoigne, pas mal à chaque période de questions. Pierre Poilievre ménage pas les insultes. Jagmeet Singh l'a quasiment invité à régler ça dans la ruelle récemment quand M. Poilievre l'a traité de corrompu. Le ministre Mark Miller, je sais que c'était pas à l'Assemblée, c'était pas à la Chambre des communes, c'était dans une conférence de presse, a traité des premiers ministres conservateurs de nono sur la question de l'immigration. Donc, juste souligner une affaire. C'est vrai qu'il y a des citoyens qui dérapent. Et c'est vrai que depuis la pandémie, il y a plus de citoyens qui dérapent face à leurs élus, souvent municipaux, mais pas que municipaux. C'est vrai que les insultes, les menaces, le harcèlement, ça semble se produire plus souvent à l'égard de nos élus. Mais il faut dire, désolé de le rappeler, que l'exemple vient d'en haut. Quand on regarde ce qui se passe aux périodes de questions, surtout à la Chambre des communes, mais à l'Assemblée nationale, dans les législatures provinciales aussi, on ne donne pas sa place. Disons que le respect, le civisme, c'est pas toujours à l'avant-plan. Donc, je comprends que les citoyens, il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont en train de virer sur le top, mais les élus devraient aussi donner l'exemple. Quelques nouvelles en terminant. Vous avez sûrement entendu parler de ça. La salle de spectacle La Tulipe, c'est sur l'avenue Papineau à Montréal. Salle de spectacle très populaire. Elle est là depuis des années. Avant, c'était le Théâtre des variétés de Gilles La Tulipe. C'est devenu la salle La Tulipe depuis le début des années 2000. Il y a un litige entre la salle des spectacles et un nouveau voisin. Un voisin qui est arrivé autour de 2016, il utilisait ça comme entrepôt, l'espace contigu, là, juste à côté de la salle de spectacle. Il a commencé à l'habiter et il a commencé à faire des plaintes de bruit. Tu décides d'aller habiter à côté d'une salle de spectacle, ça se peut qu'il y ait du bruit. Il a contesté, il a poursuivi et il a gagné. Et là, ça s'est rendu en cour d'appel qui a tranché et qui lui donne raison.
Il y a vraiment quelque chose d'un peu surréaliste dans cette histoire-là. C'est un peu comme si vous achetez une maison devant une autoroute, il va y avoir du bruit. Si vous achetez une maison à côté d'un aéroport, il va y avoir du bruit. Je pense que je vous comprends si on construit l'autoroute après que vous ayez acheté la maison, si on construit l'aéroport après que vous ayez acheté votre maison, je comprends. Si vous achetez une maison, un immeuble qui est collé sur une salle de spectacle, ça se peut que vous entendiez des bruits de spectacle. On va essayer de décortiquer tout ça un peu plus tard à l'émission. Dons politiques, la CAQ qui va probablement renouer avec la collecte de dons politiques. Le premier ministre qui avait annoncé en février que son parti ne prendrait plus de contributions politiques. C'était, disons, appelons ça un autre mouvement d'humeur de notre premier ministre dans un contexte où quelques-uns de ses députés avaient été accusés d'avoir fait du financement un peu douteux. Merci d'être là. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. C'est encore ensoleillé à Montréal. Ça va devenir nuageux. Il fait présentement autour de 17 degrés. Mon invité en studio est Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il y a 2 fédérations de médecins au Québec avec celle des médecins de famille. Et les 2 sont en renouvellement d'entente cadre pour ce qui est de leurs conditions de travail et rémunération. Dr Oliva, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Merci d'être là. Vous avez rencontré hier le premier ministre du Québec et c'est le début de la négociation. D'habitude, on rencontre le PM à la fin d'une négo pour régler les derniers détails. Pourquoi l'avoir rencontré si tôt dans la négo? On a fait une rencontre de travail avec le premier ministre parce qu'on voulait être sûr qu'il était conscient des enjeux d'accès dans le réseau et on voulait s'assurer qu'il savait comment c'était compliqué de donner des soins au Québec et qu'ils comprennent que oui, on s'embarque dans une négociation, mais une négociation, c'est aussi un partenariat. Et dans cette négociation, il faut régler les enjeux d'accès. Je trouve ça un peu particulier ce que vous me dites parce que la santé étant au centre de la vie de la société, de la vie politique aussi, je pense que M. Legault, il sait que c'est difficile d'avoir des soins. Oui, il sait que c'est difficile d'avoir des soins, mais on voulait lui donner des exemples concrets qu'on vit quotidiennement. Des patients qui font annuler leur chirurgie à 3h15 de peur de dépasser l'horaire de fin du bloc opératoire. Des patients qui arrivent quotidiennement sans qu'il y ait les résultats dont ils ont besoin pour être vus par le médecin. Ou par exemple, un pneumologue qui a une clinique de 20 patients, puis il y en a 5 qui ne se présentent pas. C'est quotidien, c'est fréquent. Puis, il y a la venue d'un nouveau joueur, Santé Québec. Et nous, on est inquiets que cette venue ajoute une couche de bureaucratie. Donc, on voulait s'assurer qu'il allait avoir une attention particulière à ce que l'organisation des soins soit prioritaire. Et est-ce que le premier ministre était conscient des problèmes que vous souleviez comme ça avec lui ou c'était complètement nouveau pour lui? Non, je pense qu'il était conscient qu'il y avait des problèmes. Je pense qu'il a pris des notes aussi parce qu'on lui a donné des exemples précis. Je pense qu'il a pris bonne note de nos préoccupations. Puis, on s'est entendu sur le fait qu'il y avait trop de bureaucratie dans le système. L'autre chose, c'est que, Santé Québec arrive, puis j'en parle parce qu'il va être responsable de l'organisation des soins, puis pour nous, c'est critique. Mais on veut s'assurer aussi qu'ils vont avoir la marge de manœuvre pour travailler, la marge de manœuvre politique pour travailler. Santé Québec, c'est cette nouvelle agence qui a été portée par M. Dubé. Ça a été créé, c'est pas encore opérationnel. Vous l'avez dit, vous craignez que ça ajoute une couche de bureaucratie. Croyez-vous que ça peut être utile, une agence? Écoutez, on a fait nos représentations, on a fait part de nos préoccupations, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas cynique. On a dit, on va collaborer avec Santé Québec et on va espérer qu'ils fassent une différence. Donc, c'est pas le fait de créer une agence qui est le point ici, c'est de voir quel angle ils vont prendre et est-ce qu'ils vont prendre la même recette que prenait le ministère. Mais Dr Oliva, vous êtes médecin, vous êtes dans le système, vous représentez des collègues qui sont tannés de ne pas pouvoir pratiquer la médecine de façon optimale. Est-ce qu'une agence, pour vous, va trouver la solution miracle pour enlever la bureaucratie? Vous êtes dans le système, là, vous connaissez ça mieux que moi. Êtes-vous optimiste?
Nous sommes en attente de résultats et, encore une fois, c'était notre point. Donc, vous n'êtes pas optimiste? C'est-à-dire qu'on espère qu'ils vont faire les bonnes choses, c'est-à-dire, premièrement, écouter. Parce que les milieux ont les solutions. Je me suis promené partout au Québec. J'ai fait 34 hôpitaux, OK? On arrive dans ces milieux-là, puis les PDG, les DSP, les médecins sur place travaillent ensemble pour trouver des solutions. Et c'est des milieux qui sont tous très différents. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que Santé Québec, plutôt qu'ils prennent l'attitude de dicter, qu'ils écoutent les milieux et qu'ils les aident à mettre en place les solutions qui sont connues sur le terrain. Je reviens à votre rencontre avec le premier ministre, Dr. Oliva. Vous représentez les médecins spécialistes. Je me souviens de négociations épiques entre l'État québécois et les médecins spécialistes qui touchaient à une chose, ou presque, l'argent. De ce que vous me racontez hier, là, vous n'avez pas parlé d'argent avec François Legault. Juste de l'accès aux services. Vous n'avez pas un mot sur l'argent? Si on n'arrive pas à améliorer l'accès aux soins, c'est une négociation qui aurait été inutile. Parce qu'actuellement, les médecins ne peuvent pas soigner leurs patients comme ils veulent. Okay? Ils ont des freins partout, c'est compliqué, c'est bureaucratique. C'est ça qu'il faut régler en premier lieu. L'argent, ça viendra après. C'est une négo, M. Lagacé. C'est sûr qu'il va être question d'argent. Mais il faut d'abord déterminer dans quelles conditions on va travailler, comment est-ce qu'on va couvrir les régions intermédiaires éloignées, comment on va revoir les programmes, par exemple, des chercheurs, les gens qui font de l'enseignement, le privé en santé, quelle va être sa place. Alors, il y a tellement de paramètres qui sont assez complexes que c'est trop tôt pour parler d'argent. Il faut d'abord s'entendre dans quelles conditions on va travailler, comment on va donner des soins. Puis pour nous, c'est ça qui est prioritaire. Si Québec disait, les médecins spécialistes, là, vous avez eu des augmentations sous les libéraux qui ont fait de vous des médecins extrêmement bien payés. Il n'y en aura pas d'augmentation dans la prochaine entente cadre, mais on va améliorer des choses pour l'accès. Est-ce que ça, c'est une réponse acceptable pour la FMSQ? On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à parler d'argent. Puis mais je vous pose la question à vous. Là. Oui, je comprends. Pouvez-vous vendre ça à vos membres qu'il n'y ait pas d'augmentation? Écoutez, moi, je ne m'embarquerai pas dans une guerre de chiffres. Vous voulez vraiment pas parler de salaire? Non, je ne veux pas parler de salaire parce que c'est pas l'objet. Je trouve pas que c'est comme ça qu'on part une négociation. Je pense que ce que les Québécois veulent savoir, c'est s'ils vont avoir accès aux soins, si on va diminuer les listes d'attente, si on va pouvoir les opérer, si on va pouvoir les traiter. Si on est capable de s'entendre sur ça, après ça, on parlera d'argent. Je vous écoute parler de l'accès aux soins. J'ai interviewé quelques ministres de la Santé dans ma vie. J'ai entendu tous les discours sur l'efficacité. Je me souviens de François Legault, là, quand il était chef de la CAQ dans l'opposition. Ça allait rentrer au toast, ça allait être réformer le système. Il n'y a personne qui est capable de le réformer. Pensez-vous vraiment que c'est réformable? Je pense que oui. Je pense que si on laisse plus de place aux soignants, ça va fonctionner. Moi, ça fait 33 ans que je suis dans le réseau, puis ça fait 33 ans que je me bats pour donner des soins. Et on se bat contre la machine. Puis je sais que vous en entendez souvent parler de la machine puis du mammouth, mais elle est vraiment réelle, cette machine-là. Je pense encore une fois que si on laisse les soignants faire leur travail, on va réussir. Mais des fois, c'est compliqué, puis je comprends. Là, il y a beaucoup de parties qui doivent s'aligner pour que quelque chose fonctionne. Mais vous avez mentionné tantôt les chirurgies. Quelqu'un, là, a sa jaquette bleue, il attend de passer, ça fait des mois qu'il attend, puis parce que on va finir à 3 heures et que la dernière opération serait programmée à 2h30, à 14h30, on annule parce qu'on ne veut pas payer de temps supplémentaire. Ça, c'est pas hyper compliqué. Un système qui n'est pas capable de régler ça, d'opérer les derniers patients à opérer dans une journée, pensez vraiment qu'il peut se réformer pour les affaires plus compliquées? Et ça fait des années qu'on en parle. Mais on n'a pas le choix. Je comprends qu'on n'a pas le choix, mais c'est quelque chose d'assez simple de permettre du temps supplémentaire. Je pense que vous résumez l'essence de nos motivations pour rencontrer le premier ministre. Nous, c'est ça notre discours. En principe, c'est très simple. Pourquoi ça se fait pas? Pourquoi ça se fait pas? C'est quand même la responsabilité de l'État d'organiser les soins. Les médecins sont là, puis ils se font annuler des patients, puis c'est eux qui doivent aller leur annoncer qu'ils doivent remettre leur chirurgie. Puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Croyez-vous que c'est facile de rentrer de l'innovation dans le réseau?
c'est très, très difficile. Donnez-moi un exemple de difficulté. Je vous donne un exemple. On enlève des caillots dans les artères pulmonaires. OK? Il y a un nouveau cathéter qui arrive, qui permet de ne pas opérer le patient, de passer par l'aine puis d'aller enlever le caillot. Donc, c'est moins invasif. C'est 50 % de mortalité chirurgicale, puis quand on le fait par l'aine, par des cathéters, il n'y en a pas de mortalité, presque pas, puis on réussit à sauver les patients. Mais ça, c'est des cathéters qui coûtent moins cher que ce qu'on avait avant, mais c'est nouveau. C'est compliqué les faire rentrer. On n'a pas l'autorisation, il faut que ça passe par des comités. Alors, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on dit aux représentants, tu viens, puis on va faire la procédure. Puis on fait la procédure, on sauve le patient, mais après ça, on se fait taper sur les doigts. Alors, c'est ça. Faites taper ses doigts par qui? Par l'administration, parce qu'ils disent... Vous avez de l'hôpital? Oui, absolument, parce que vous n'aviez pas l'autorisation, puis le ministère n'a pas approuvé tel ou tel nouvel instrument. Ça, c'est des choses qu'on vit. Je peux vous raconter la genèse de la thrombectomie pour les AVC. C'est la même chose. Les traitements du cancer du foie avec des billes radioactives, c'est la même chose. On n'a pas l'autorisation du ministère. On attend après une étude de l'INES qui n'arrive pas. Puis on fait venir le matériel, puis on le fait quand même en dépit du système. Alors, ça, c'est des choses qu'on vit. Moi, ça fait 33 ans que je vis ça. Alors, ce qu'on dit à M. Legault, c'est « laissez-nous faire notre travail ». Diminuer la bureaucratie. Il y a des pays là, qui sont comme la Suède, très similaires au Québec en termes de population. Okay? Ils ont 1/3 des fonctionnaires qu'on a ici au Québec. Ils ont beaucoup plus de soignants par 1000 de population, puis à peu près la bureaucratie, c'est 1/3 de ce qu'on a au Québec. Alors, c'est un rapport, je pense, qu'il faut revoir. Allégeons la bureaucratie, mettons plus de soignants au travail, puis ça va fonctionner. Je le dis avec un peu de cynisme quand même, l'Agence Santé Québec va régler tout ça. Docteur Oliva, bonne chance avec vos négos, mais avant de vous laisser partir, je veux avoir votre point de vue sur la nouvelle du Journal de Montréal, l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec qui a fait faire une étude, et ce qu'on voit, c'est que les actes médicaux posés par des médecins, principalement femmes, sur des femmes, sont beaucoup moins bien payés que les actes médicaux qui concernent uniquement les hommes. On a un exemple qui est celui du prélèvement d'ovules. La médecin est payée 369 $. Prélèvement de spermatozoïdes, le médecin est payé 949 $. Est-ce qu'il y a une sorte de sexisme systémique dans la rémunération des médecins? Premièrement, je ne pense pas qu'il y ait de sexisme systémique, mais je pense qu'il y a des inéquités qui se sont installées au cours des années. La rémunération médicale est complexe. Le livre de facturation, il y a à peu près 12 000 actes. C'est vrai que c'est complexe. Là, vous en avez 5. Oui. Mais il y en a 12 000 autres. Mais pour un cas comme ça, qui est à blâmer? Est-ce que c'est la façon dont Québec rémunère les médecins ou c'est la façon dont les médecins spécialistes entre eux divisent la tarte des milliards de rémunération? Premièrement, la Fédération ne prend pas le rôle de déterminer la valeur des actes. Souvent, c'est les associations qui font des choix. Alors, il y a des choix historiques qui ont été faits. Ça, il faudrait peut-être demander à cette association-là si c'est des choix qu'ils ont faits ou pas. Outre ça, je vais vous donner un exemple. Une chirurgie de la colonne faite par un orthopédiste ou un neurochirurgien n'est pas nécessairement payée de la même façon. Mais ça, c'est des choix qu'ils ont faits parce qu'ils ont décidé de mettre plus ou moins d'argent sur les visites. Alors, moi, quand je suis arrivé en poste, c'est un exercice que je me suis engagé à faire. C'est un exercice complexe parce que ça prend des experts. Il faut avoir des paramètres objectifs. Comparer des actes exactement pareils, c'est facile. Après ça, comparer des actes similaires, c'est faisable, mais après ça, il faut aussi comparer des médecins qui font des études épidémiologiques à des neurochirurgiens qui enlèvent des tumeurs cérébrales. Là, ça se complique beaucoup plus. Mais on a décidé de le faire, cet exercice. On va le mener jusqu'au bout. Je comprends ce qui est dit dans cet article-là. Ils ont notre oreille, puis c'est des choses qu'on va corriger. Merci de votre visite ce matin. C'était Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Merci beaucoup. Merci. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé.
autochtones et Hydro-Québec, le grand malaise des factures impayées. C'est le titre d'un article qu'on peut lire sur le site de Radio-Canada. La Société d'État qui estime que des communautés autochtones, lui doivent 250 millions de dollars, mais qu'elle n'ose pas les réclamer dans un contexte de réconciliation économique avec les Premières Nations. Thomas Gerbet est le journaliste qui a sorti ce scoop. Il est au bout du fil. Thomas, bonjour. Bonjour. Thomas, d'abord, comment vous êtes tombé là-dessus, sur cette information-là? Comment vous avez découvert ces chiffres-là? En fait, moi, je me suis rendu sur la Côte-Nord cet été pour discuter des relations entre les communautés autochtones et Hydro-Québec, parce qu'il y a d'importants projets qui sont prévus sur le territoire des communautés. Et c'est en discutant avec des membres des communautés que certains m'ont avoué qu'ils ne payaient pas leurs factures d'électricité par choix, donc par revendication politique. Et j'ai commencé à creuser, et grâce à des sources à l'intérieur d'Hydro-Québec, j'ai compris l'ampleur du phénomène. Donc c'est à peu près une quinzaine de communautés autochtones sur la quarantaine de communautés qui existent au Québec qui ont de très importants impayés de factures. Là. Donc, vous l'avez dit, à peu près 250 millions de dollars. Mais quand on ramène ça par client résidentiel, c'est des moyennes de 35 000 dollars, par exemple, dans une communauté de la Côte-Nord, Nutashquan, 30 000 dollars à Chisasibi, chez les Cris de la baie James. Donc, toujours en moyenne par client de dettes là, accumulées. Et ça va même jusqu'à 65 000 dollars de moyenne de dettes accumulées à Matimekouche. Là, c'est sur la Côte-Nord, à la frontière du Labrador. Donc, j'ai compris là tout de suite l'ampleur là, de ce phénomène-là et aussi tout le malaise que ça suscitait à l'intérieur de la société d'État. C'est clair qu'il y a un malaise parce que dans les communautés non autochtones, si on ne paye pas, à un moment donné, on se fait couper l'électricité. Et là, ce que vous avez découvert, c'est qu'il n'y a pas de coupure d'électricité dans le cas des communautés autochtones qui ne payent pas leur facture d'électricité. Voilà, donc il y a des communautés autochtones qui n'ont pas eu de suppression de services, de coupe de services pour raison d'impayés depuis 10 ans. On me parle même peut-être depuis 20 ans. Donc j'ai rencontré moi des gens qui m'ont montré leurs factures. Il y en a un qui m'a ouvert son enveloppe d'Hydro-Québec. Il n'avait pas ouvert ça depuis des années parce que de toute façon, quand il ne paye pas, il continue d'avoir son électricité. Et en bas, dans le rectangle bleu, on voyait 75 555 $. Donc ça, c'est le montant qu'il doit verser à Hydro-Québec. Mais il m'a dit, non, moi, je ne m'inquiète pas. Je continue d'avoir de l'électricité. Et donc, ils ne sont pas coupés, ces gens-là. D'ailleurs, souvent, ils n'ont même pas de compteur intelligent qui permettent de couper à distance. Et ça suscite énormément de discussions et de malaise à l'intérieur d'Hydro-Québec. Hein. Certaines sources me parlent d'une omerta, d'une boîte de Pandore que personne ne veut ouvrir parce qu'il y a des employés qui disent il faut aller récupérer ces sommes par équité envers les 35 000 foyers québécois qui se sont fait couper l'an dernier parce qu'ils ne payaient pas leurs factures. Et il y en a d'autres qui disent oui, mais on est en pleine phase de réconciliation, on veut se rapprocher des communautés autochtones parce qu'on a des projets sur leur territoire. Alors c'est pas le moment d'appuyer sur le bobo des factures impayées. Donc vous voyez, c'est extrêmement délicat même d'aborder cette question-là avec les communautés. Ça crée toujours un conflit là, quand c'est abordé. Mais à l'intérieur d'Hydro-Québec, Thomas Gerbet, c'est pas juste une logique de réconciliation là, qui mène à une grande tolérance sur les factures impayées chez les Autochtones. Il y a la peur d'une sorte de crise d'Oka aussi. C'est clair qu'il y a des chefs autochtones que j'ai rencontrés sur la Côte-Nord, des chefs Inuits qui m'ont dit c'est une revendication qu'on exprime quand on rencontre le PDG Michael Sabia. On veut que ça soit reconnu que l'électricité est gratuite pour nos membres. Parce que c'est important de le mentionner, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de traité qui garantit l'électricité gratuite pour les Autochtones au Québec. Ça n'existe pas. Donc, c'est une revendication, mais qui n'est pas faite sur la place publique, qui est faite en privé. Et donc, évidemment, c'est de la politique qui est en train de se jouer. Les chefs reconnaissent que c'est vraiment un jeu politique qui est en train de se jouer. Donc, c'est extrêmement délicat. Et Hydro-Québec, en ce moment, essaye de se réconcilier avec les Premières Nations. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement délicat d'aller couper pendant ce temps-là les communautés. Il s'est passé quelque chose il y a quelques mois à Listigouche en Gaspésie, qui est aussi une communauté Mi'kmaq qui a beaucoup de factures impayées. Et dans cette communauté-là, Hydro-Québec voulait aller installer des compteurs intelligents, voulait même aller couper l'électricité de certaines personnes qui ne payaient pas. Et le conseil de bande s'est grandement offusqué de ça. On me dit même qu'il y aurait une intervention de Michael Sabia lui-même pour
pour arrêter l'opération. Donc, c'est vraiment très, très sensible. Et on est dans un contexte aussi qui lui-même est très sensible. C'est vraiment un texte à lire sur un sujet explosif et troublant. Thomas Gerbet, merci beaucoup. Bonne journée. Paul Saint-Pierre Plamondon. On l'a invité pour parler de la saga de Nordvolt, mais évidemment, on va parler de ce scoop de Radio-Canada à propos des factures impayées par certaines communautés autochtones chez Hydro-Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Comment vous réagissez au scoop de Radio-Canada que vient de nous expliquer Thomas Gerbet? Ça soulève plusieurs questions sérieuses. Rappelons qu'on est dans un état de droit, c'est-à-dire qu'il y a des traités entre les nations autochtones et le Québec pour le partage des redevances et des profits qui sont faits à même les projets hydroélectriques d'Hydro-Québec. On peut faire d'autres traités, mais le but, c'est d'avoir des relations durables entre nations. Il n'y a pas de traité à ce jour qui donne une passe gratuite sur le paiement des factures. Donc, les questions que ça soulève, c'est est-ce qu'Hydro-Québec a une politique à l'interne qui différencie les factures, les consommateurs, dépendamment de s'ils sont autochtones ou non? Et si oui, quand est-ce que cette politique-là a été mise en œuvre à l'interne? Et même chose du côté du gouvernement. Est-ce que le gouvernement du Québec sait qu'il y a une différenciation sur le paiement des factures? Et si oui, c'est au gouvernement de justifier pourquoi c'est une bonne politique. Moi, je viens du Parti québécois, un parti qui a beaucoup fait avancer les traités entre nations. Mais là, c'est pas un traité, puis si on est dans un état de droit, on ne peut pas permettre que l'électricité ne soit pas payée simplement en raison d'opinions politiques, parce que ça ouvre toutes sortes de questions pour d'autres citoyens qui ont aussi leurs désaccords en société et qui, pour autant, sont tenus de payer leur électricité. Est-ce que vous étiez, M. Saint-Pierre Plamondon, au courant de cet enjeu-là, les factures impayées à Hydro-Québec dans des communautés autochtones? Première fois que j'en entends parler, d'où l'importance du journalisme d'enquête. Alors, c'est un autre sujet, là, mais je fais juste mentionner que s'il n'y a pas de journalisme d'enquête dans notre société, il y a plusieurs sujets qui n'existent pas. Alors que là, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça et surtout de l'ampleur des montants. Là. On vient de parler de 250 millions de dollars. C'est quand même beaucoup de sous qui soulèvent des questions de transparence du côté d'Hydro et du gouvernement en termes de quelle est cette politique publique-là. OK. Parlant de transparence, je veux qu'on revienne sur Nordvolt. Nordvolt est en train de craquer. Est-ce que ça va s'écrouler? Personne a de boule de cristal, mais ce qui est clair, c'est que ça va pas bien pour Nordvolt. 1600 employés qui ont été mis à pied, 20 de sa main-d'œuvre en Suède. D'abord, êtes-vous optimiste quant à la survie de Nordvolt? Que je sois optimiste ou pas vraiment pertinent. Là. La grosse question, c'est est-ce que ce sont des problèmes de revenus seulement ou c'est des problèmes plus profonds de technologie qui n'est pas compétitive à l'échelle de la planète? Je n'ai pas la réponse à ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a au moins 3 éléments sur lesquels on n'a aucune transparence et pour lesquels on doit réajuster le tir. On sait que sur le plan environnemental, il va y avoir le rejet dans des cours d'eau de contaminants, mais on n'a pas fait de BAP à l'époque, on n'a pas fait d'évaluation environnementale parce qu'il fallait aller vite. Là, ça ne va pas vite. Donc, nous, on dit, est-ce qu'on peut réévaluer le plan environnemental de ce projet-là? Deuxième plan, c'est le plan énergétique. On a réservé beaucoup d'énergie électrique pour ce projet-là, qui peut-être n'aura pas lieu pour une entreprise de la Suède, pendant que nos entreprises québécoises n'ont pas d'électricité, c'est-à-dire qu'on est passé d'un surplus à un déficit énergétique. Est-ce qu'il y a lieu de réévaluer l'allocation de ce bloc d'électricité en fonction des besoins des entreprises québécoises? Il faut au moins étudier le contrat puis y réfléchir. Et le troisième élément, évidemment, c'est la réticence du gouvernement à être transparent sur les aspects financiers du deal. Je le mets entre guillemets, là, mais c'est l'expression de Pierre Fitzgibbon. Parce que Pierre Fitzgibbon, il n'est plus là. On sait qu'il y a au moins 700 millions d'argent des Québécois qui a été injecté dans cette histoire-là. Et jamais le premier ministre veut répondre à mes questions en Chambre, à savoir est-ce qu'on a des garanties, comment a été structurée cette entente-là, de sorte que si l'usine n'a pas lieu ou si la compagnie fait faillite, est-ce qu'on perd tous nos fonds publics? Ce qui est vraiment une question sérieuse pour la suite des choses également, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres dépenses qui continuent à être engagées alors que, clairement, le projet peut-être n'aura pas lieu à la lumière de la contraction, de la réduction des dépenses et des employés qui a lieu partout dans le monde
du côté de Nordvolt. Donc, on a demandé un débat d'urgence. On va savoir aujourd'hui si on l'obtient. Mais le gouvernement ne peut plus se défiler. D'ailleurs, je note que la ministre de l'Économie s'est défilée ce matin. De la même manière que Pierre Fitzgibbon s'est défilé et que le premier ministre se défile sur les questions, je pense, légitimes des oppositions. Vous mentionnez 700 millions. Moi, j'ai entendu 200 millions, 400 millions, puis je conviens avec vous, c'est difficile d'avoir des réponses. Tout le monde refuse les demandes d'entrevue. Vous nous dites, M. Saint-Pierre Plamondon, que le PM ne répond pas à vos questions là-dessus. Comment vous en arrivez à 700 millions de votre côté de frais de fonds publics engagés? Bien, en termes d'argent des Québécois, là, la version du premier ministre en Chambre, c'est qu'il y a juste un terrain à 240 millions d'engagés. Premièrement, on a payé beaucoup trop cher ce terrain-là, mais ce n'est pas que ça parce que notre compréhension, c'est que le gouvernement a déjà déboursé 270 millions à Nordvolt Suède comme investissement pour que le développement vers le Québec se fasse. Donc, ça aussi, c'est engagé à travers Investissement Québec. Ce sont des fonds publics. Et ensuite, il y a le bas de laine des Québécois, c'est-à-dire la Caisse de dépôt est également engagée pour plus de 200 millions. Donc, ce n'est pas techniquement des fonds publics, mais ça demeure l'argent des Québécois qu'on a lancé là-dedans. Et la question du Parti québécois, c'est très bien, vous avez pris un pari, pour reprendre l'expression de François Legault, mais quand même, ce n'est pas un casino. Donc, est-ce que vous avez prévu des clauses qui protègent ces fonds publics-là, qui nous permettent de récupérer rapidement ces fonds publics-là, advenant des imprévus ou le fait que le projet n'ait pas lieu? Et à date, on n'a pas de réponse, là. Ça semble être une dette qui est à risque et qui n'est pas garantie d'aucune manière, mais évidemment, on a un gouvernement qui se défile et qui ne nous donne pas l'information. Donc, c'est ce qu'on en sait en date d'aujourd'hui. Mais tant que le gouvernement ne collaborera pas, il n'y a que Pierre Fitzgibbon et François Legault et peut-être Christine Fréchette qui ont la réponse à ces questions-là. Merci d'avoir été avec nous, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonne journée. À une prochaine. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Voici Patrick Lagacé. Hier, dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve, les résidents ont eu, disons, une bonne frousse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, dans le port de Montréal, un incendie dans un conteneur à batterie. 15 000 kilos de batteries à lithium qui ont commencé à flamber. Ça a donné du fil à retordre aux pompiers de Montréal, et ça a poussé dans le quartier des émanations. Ça sentait extrêmement mauvais. On a demandé aux gens de se confiner. Tout ça s'est passé entre 15h et 23h hier. Martin Guilbeault, chef de division du service de sécurité incendie de Montréal, est au bout du fil. Monsieur Guilbeault, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le port hier? Ben, écoutez, comme vous l'avez bien dit, on a eu un feu dans un conteneur, un feu qui contenait des batteries au lithium. Pour le moment, on n'est pas en mesure de déterminer la cause de l'incendie. Nos gens sont encore sur place présentement. Puis dans les prochaines heures, on va essayer de trouver exactement qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes habitué chez les pompiers de Montréal à éteindre des feux de batterie. Ça peut être des batteries de voitures, de scooters, etc. Là. Est-ce que c'est le plus gros feu de batterie de lithium que vous avez combattu? Oui, tout à fait. Vous avez raison qu'on est habitué de combattre des incendies dans des petites batteries comme des batteries de vélo, des choses comme ça, mais d'avoir une quantité comme ça de 15 000 kg de batterie dans un conteneur, et c'est effectivement la première fois. C'était quel type? Je sais qu'on dit des batteries au lithium, mais pour que ça flambe comme ça, est-ce que c'était plein de petites batteries, les 15 000 kilos de batterie, ou c'était des grosses batteries? Bien, on n'est pas en mesure de le déterminer encore parce que là, nos gens sont sur les lieux. Là, ce qu'on a fait durant la nuit avec l'équipe de Matières dangereuses, c'est qu'on était en mesure d'ouvrir les portes du conteneur. Puis là, vous allez comprendre que tout est fondu à l'intérieur. Fait que là, on est en train de déterminer quel type de batterie et est-ce que c'était des grosses batteries, des petites batteries. Ça, pour l'instant, on n'a pas d'informations parce que là, tout est fondu devant nous. D'un point de vue de combat d'incendie, M. Guilbeault, qu'est-ce qui est difficile quand on affronte un feu de batterie de lithium? Le feu de batterie au lithium, la particularité d'une batterie au lithium, c'est qu'une batterie au lithium est capable de faire ce qu'on appelle un emballement thermique. Un emballement thermique, pour aller dans les choses très simples, c'est que la batterie est en mesure de générer beaucoup de chaleur. Et cette chaleur-là colle... Vous savez, les batteries au lithium sont toutes collées en série. Donc, cette chaleur-là chauffe la batterie adjacente, qui, elle, prend en feu, et elle chauffe la batterie adjacente, et ainsi de suite. Et cet emballement thermique-là, le seul moyen de l'arrêter, c'est de refroidir les batteries.
Donc, c'est ce qu'on a fait hier. On a appliqué beaucoup d'eau sur le conteneur pour essayer de diminuer le plus possible la température du conteneur pour essayer d'arrêter cette réaction en chaîne-là. Et on a fait appel au service d'incendie de l'aéroport de Montréal, qui, eux, ont des camions spécialisés avec des lances perforatrices. Donc, un de ces camions-là nous a été prêté par le service d'incendie et avec les pompiers de l'aéroport, on a été en mesure de percer le conteneur pour aller mettre de l'eau à l'intérieur du conteneur pour, encore une fois, diminuer la température. Ça, c'est fascinant. Puis, sans trop rentrer dans les détails techniques, comment on perce comme ça, à distance, un conteneur? Parce qu'évidemment, les pompiers ne peuvent pas en approcher. Là. Comment vous faites ça techniquement? Bien, techniquement, c'est un camion spécialisé à l'aéroport qui est muni d'un mât télescopique avec une lance perforatrice dans laquelle on peut envoyer de l'eau. Donc, c'est ce camion-là qui est venu nous aider. Ces camions-là sont bâtis pour faire l'extinction dans des carlingues d'avion. Donc, on s'en est servi pour faire l'extinction dans le conteneur. Donc, on s'est servi de ce camion-là pour percer le métal du conteneur puis d'aller asperger l'intérieur du conteneur avec de l'eau. Vous connaissez ça mieux que moi, M. Guilbeault, mais moi, je pensais qu'une batterie allait s'emballer comme ça lors de la recharge. Dans le cas d'une voiture, dans le cas d'un scooter, d'une trottinette. Là, sauf erreur, là, comme ces batteries-là étaient dans un conteneur, elles n'étaient pas branchées. Il n'était pas branché, puis vous avez tout à fait raison. Le risque est plus élevé lors de la recharge, mais c'est pas impossible qu'il y ait une défectuosité dans la conception des batteries. C'est un des éléments qui peut causer le fait qu'une batterie peut s'emballer thermiquement et peut prendre en feu. L'autre élément, c'est que la batterie peut être frappée ou cassée ou échappée. C'est le cas quand les gens mettent des batteries au lithium dans le recyclage et que ces batteries-là se retrouvent au centre de tri. Les camions, les tracteurs peuvent les écraser et à ce moment-là, ça peut aussi créer un incendie. On n'a pas encore la cause de cet incendie-là, mais c'est deux possibilités qu'on peut voir autres que la recharge. Prenons une minute pour faire un peu de prévention. Là, vous dites que ces batteries-là, jetées au recyclage ou aux déchets, là, peuvent déclencher des incendies. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on ne doit pas jeter, que ce soit dans le sac noir ou dans le sac bleu, là? Qu'est-ce qu'on ne doit pas jeter en termes de batterie? Bien, le seul message que je vous dirais rapidement, c'est que les batteries au lithium, ce sont des batteries spéciales. Elles sont très performantes, elles sont capables de vous donner une bonne quantité d'énergie pour tous les éléments qu'on utilise, cellulaires et autres. Donc, une batterie spéciale nécessite un recyclage spécial. On ne peut pas la mettre dans le bac. La batterie doit être envoyée au centre de recyclage ou dans un éco-centre, dépendamment des municipalités où vous êtes, pour qu'elle soit prise en charge et recyclée de façon séparée des autres éléments. Il ne faut vraiment pas les mettre dans le bac. Mais comment on sait que c'est une batterie au lithium? Comment je sais que ce que je m'apprête à jeter aux poubelles ou au recyclage, c'est peut-être dangereux? Bien, toutes les batteries, que ce soit des piles 2A, 3A, tous les types de batteries au lithium-ion, c'est écrit sur la batterie. Mais toutes les piles ne devraient jamais aller au recyclage général avec le carton et le papier. Il y a des centres à des endroits qu'on peut recycler. Dans mon arrondissement, on a des endroits dans le centre des loisirs où on peut aller porter nos batteries ordinaires. Mais les piles au lithium doivent être recyclées dans un centre de recyclage. Puis la Ville de Montréal, il y a différents endroits, puis dans les autres régions aussi où on peut les recycler. Dernière question. Combien de pompiers ont combattu l'incendie hier? Bien, on était au plus fort de l'intervention, on était une 60aine de pompiers. Mais on a roulé des équipes durant toute la nuit pour s'assurer qu'il n'y avait pas de réémission au niveau de l'intervention. Présentement, on a quelques pompiers qui sont encore sur les lieux. Mais au plus fort de l'intervention, on avait une 60aine de pompiers. Donc, il y avait un conteneur plein de batteries, 15 000 kilos de batteries. Est-ce que ça a fait flamber, ça a endommagé d'autres conteneurs? Non, on a été chanceux parce que le conteneur était sur le port de Montréal. Donc, il n'y avait pas de gens alentour. Et le conteneur était isolé. Donc, il n'y a pas eu aucune propagation aux autres conteneurs auto. Puis avec le travail des services d'incendie, on a réussi à contenir ça au conteneur seulement. Monsieur Guilbeault, vraiment en terminant, il y a quand même un désastre qui a peut-être été évité parce que si ce conteneur-là avait été sur un bateau, au milieu d'une voie fluviale, au milieu de l'océan, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Bien, vous avez raison que la position du conteneur hier a joué en notre faveur définitivement. Mais il faut comprendre que des conteneurs comme ça, sur la planète entière, il y en a des tonnes, là. Il y a beaucoup de batteries au lithium qui sont produites, beaucoup de batteries au lithium qui sont transportées. Et oui, c'est un risque émergent pour tous les services d'incendie de la planète. Tout le monde travaille à essayer de trouver les meilleures solutions possibles pour l'entreposage, les méthodes d'extinction, et toutes ces choses-là. Tout le monde a travaillé ensemble. Il y a plusieurs rencontres qui se font entre les services d'incendie. Justement, hier, je faisais une conférence à propos de ça avec les chefs du service d'incendie au Canada. Fait que tout le monde travaille dans le même sens. Mais oui, on a été chanceux. Hier, le conteneur était isolé dans un espace. Il n'y avait pas de gens. Ça a joué à notre faveur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, M. Guilbeault. Je souhaite une bonne journée. Bon repos aussi à tous les pompiers qui ont combattu cet incendie là, pendant de nombreuses heures. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Martin Guilbeault, chef de division du service de sécurité incendie de Montréal.